Un des enjeux, et c'est d'ailleurs l'une des missions de la Fondation, c'est d'entendre, d'écouter, de donner la parole aux premiers concernés, finalement, c'est-à-dire les plus âgés d'entre nous. Il y a, on va dire, 1 an et demi en arrière, vous vous étiez tous retrouvés pour faire des interviews sur le thème de territoire mémoire de vie. Et ces petites interviews ont été ensuite réunies dans un livre qui se trouve juste ici. Et vous allez voir que chacun d'entre vous a sa page, a sa photo pour certains, et surtout son histoire. Les résidents, comme chacun d'entre nous, ont besoin de se sentir utiles. Leur rôle, l'un des plus importants, c'est effectivement de transmettre leur histoire personnelle, mais aussi notre histoire, puisque quand on fait un lien entre toutes ces histoires personnelles, finalement c'est notre histoire à nous tous. J'aimais mon quartier. Il était populaire, ouvrier, avec des gens normaux, pas bourgeois. Pour pouvoir donner la parole aux résidents, leur permettre d'échanger, retrouver le goût de Marseille d'antan, permettre aux familles d'être avec leurs proches. On a choisi de faire un goûter apéritif avec une partie sucrée sur des spécialités sucrées de Marseille. On a les chichis de l'Estac au milieu. On leur avait demandé en amont ce qui pour eux évoquait le plus Marseille et ce qui pouvait leur rappeler le plus de souvenirs via ces spécialités. Est-ce que quelqu'un reconnaît ça? Les navettes. Les navettes, tout à fait. Ah, vous avez l'œil, mademoiselle Pèbrin. On avait préparé des photos pour le visuel. Et c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, ça a créé de beaux échanges. Ça a été de bons supports, en fait, pour permettre aux résidents de discuter, d'échanger, de se remémorer aussi ce qui accompagnait des fois une partie de leur vie, de leur quotidien. Une des caractéristiques de l'humain par rapport à l'ensemble des êtres vivants, cette notion de mémoire et de transmettre. Du coup, c'est extrêmement important, à titre individuel et à titre collectif, de transmettre quelque chose. Je pense que c'est même capital, parce que finalement, je veux dire, c'est l'évolution d'une société qui apparaît. On a besoin de la parole de nos aînés pour pouvoir continuer à évoluer, comme on le fait depuis des siècles et des siècles. On a besoin de les écouter. Nous avions eu alors un coup de foudre dans une boîte de nuit à Marseille. Là, avec ce livre, justement, l'intérêt est là, c'est de pouvoir transmettre quelque chose de concret finalement, le transmettre non seulement aux générations futures, d'abord à leurs proches, mais également voilà, à la communauté. Qu'on le veuille ou non, on est témoin d'une partie du passé. Merci beaucoup à Hélène Toulet pour ce magnifique film et à son équipe qui nous permet d'entrer en matière de façon toute douce. Et j'invite donc tous mes Marseillais à me rejoindre pour la première table ronde qui sera très marseillaise avec le professeur donc Sylvie Bonin-Guillaume, le docteur Priscilla Clofébès, monsieur Désiré Morand et Aurore Chaput-Stam, Annie Salvetti et Régine Zohar. Voilà, donc on a effectivement, je crois que vous êtes tous Marseillais à part moi. Ouais. On est à Marseille et donc c'était important qu'on commence par une table de cette trempée-là avec donc des représentants de tous âges, de toutes professions sur cette thématique donc des territoires et de la mémoire de vie. Donc on va vraiment partir de cet ouvrage que j'espère que vous aurez plaisir à parcourir une fois rentré chez vous, qui a été donc concocté avec beaucoup d'amour par Régine et également par les résidents et les personnes qui les accompagnent dans les maisons de retraite de Corian. Donc cette première table ronde, j'ai envie de la commencer avec vous, Monsieur Morand. Monsieur Morand, qui effectivement est marseillais, est né à Marseille, a vécu à Marseille. Votre père était marseillais, Monsieur Morand, et vous aimez cette ville, vous la connaissez mieux que quiconque, vous en parlez merveilleusement, et j'aurais aimé que vous nous parliez en particulier de ce lieu où nous sommes, et que vous nous racontiez
l'histoire de ce lieu. Je vais peut-être vous donner un micro quand même. Voilà. Donc, nous sommes au Pharo. Monsieur Morand, est-ce que, quand on s'est rencontrés, vous m'avez tout de suite raconté l'histoire du Pharo et j'ai découvert que vous la connaissiez mieux que moi. Disons que j'ai eu la chance de faire les études de médecine au Pharo et de les terminer au moment où le changement s'est fait. Donc oui, vous nous avez raconté effectivement que pour vous, c'était un lieu, en tout cas dans votre histoire personnelle, qui était important. Et vous nous avez raconté aussi l'histoire de la construction du Pharo. Alors la construction du Pharo, disons que Napoléon III avait décidé de faire un château, un séjour pour son épouse. Cela a duré un peu plus de 15 ans. Malheureusement, cette construction s'est achevée au moment de la guerre de 1970. Elle a été en partie négligée et a été créée sur ce lieu une faculté de médecine qui a été transférée près de l'hôpital de la Timone. Merci Monsieur Morand, c'était très important qu'on se rappelle de l'histoire de ce lieu qui finalement a eu beaucoup de vocations, puisqu'effectivement j'ai compris que Napoléon III aimait tellement son épouse qu'il avait choisi cette vue extraordinaire pour construire ce lieu. Et ensuite, vous l'avez compris, donc c'est devenu la faculté de médecine pendant un temps, et maintenant c'est devenu une sorte de salle de congrès où nous avons la joie d'être ce matin. C'est un grand privilège d'y être. Monsieur Morand, donc vous avez été à la faculté de médecine puisque vous êtes médecin, vous êtes le docteur Désiré Morand, et vous exerciez la chirurgie maxillofaciale, c'est ça? Et ensuite, une fois que vous avez terminé vos études, vous vous êtes installé en ville. Oui. Et vous m'avez dit un terme qui m'a touchée, vous avez réparé beaucoup de gens, et notamment beaucoup d'accidentés de la route marseillais. Merci Monsieur Morand. Donc je vous présente une de vos collègues, le professeur Sylvie Bonin-Guillaume, qui exerce aujourd'hui à l'APHM, comme vous avez exercé fut un temps à l'APHM. Donc c'est le hasard des rencontres, et ces matinales sont toujours des moments comme ça. Donc le professeur Bonin-Guillaume, qui est médecin aussi à l'APHM. Voilà. Monsieur Morand, vous avez également vous avez témoigné dans l'ouvrage qui a été montré tout à l'heure dans le film, et vous parliez notamment de plusieurs lieux, et notamment du Vélodrome, le stade Vélodrome. En 2 mots, qu'est-ce qui vous avait marqué dans ce stade? Alors le stade Vélodrome, que j'ai connu enfant, puisque il s'agit de quelques années avant la guerre, était avant le match proprement dit. Il y avait toujours un spectacle de course, que ce soit en vélo et en moto, ce qui donnait ce nom de Vélodrome. Donc c'est un des souvenirs que vous avez raconté à Régine. Régine qui est à votre droite et que vous avez rencontrée en 2021, Régine,
à l'EHPAD des parents où Aurore Stam exerce également, psychologue. Régine, donc vous vous rappelez de cette rencontre? Donnez votre micro peut-être. Monsieur Morand va donner le micro à Régine. Je vous le rends. Oui, bien sûr, je m'en rappelle très bien. J'étais touchée parce que, en plus de sa vie, c'est un métier qui est raconté. C'est-à-dire être chirurgien dans ces années-là n'est pas forcément la même chose qu'aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai. Et donc, il est témoin d'un passé marseillais et aussi d'un métier. Et ça, c'est très important, je crois, pour toutes les personnes que j'ai pu voir, comme votre mère d'ailleurs. Chacun a son expérience et c'est pas juste une vie qu'on raconte. Ça va au-delà. C'est pas qu'une ville et qu'une vie. C'est un métier, c'est une passion, c'est un plaisir, mais qui se faisait différemment. Ce sont des trajets, des transports qui sont différents. Donc je me rappelle très bien de notre échange, je me rappelle très bien de ces mains de chirurgien qu'il a gardées, qui sont très fines, et de sa gentillesse, de sa bienveillance. C'est quelqu'un de gentil, en fait, poli, toujours là, qui m'attendait. Donc oui, je m'en souviens très très bien, bien sûr. Régine, vous étiez journaliste, oui. À la mairie de Marseille d'ailleurs. Entre autres, oui. Et vous êtes devenue biographe. C'est oui. un métier peu commun. J'aurais aimé que vous nous racontiez comment on chemine jusqu'à cette vocation de biographe et nous dire ce que c'est qu'une biographie. Comment ça se construit? Alors, je suis devenue biographe par passion. En fait, j'adore écouter les gens. J'adore apprendre d'eux. Et finalement, quand j'étais journaliste, on me disait « tu prends trop de temps pour écouter les gens, donc fais autre chose ». Du coup, j'en ai fait mon métier. Et j'ai mélangé en fait deux formations que j'avais, littéraires bien sûr, de par mon métier de journaliste, et psychologique, puisque je faisais de l'écoute à SIDA Info Service à l'époque. Et donc, on était formés psychologiquement pour écouter les gens. Et ça m'a véritablement servi. Donc, le métier de biographe, il n'y a pas une école spécifique, chacun le fait à sa façon. Et moi, je l'ai fait de cette façon, en écoutant les gens et en m'interdisant de mettre ma subjectivité. C'est-à-dire, s'ils me disent quelque chose, a priori, c'est vrai. Vous devez, Régine, avoir rencontré beaucoup de gens à cette oui. occasion de retranscription des mémoires d'autrui, ouais. Des gens connus, des gens moins connus. Ouais. En quoi cette expérience dans les maisons de retraite, donc on vous a demandé de venir dans les maisons de retraite Corian de Marseille et de venir écouter puis retranscrire la parole des aînés que vous avez entendue. En quoi cette expérience a eu pour vous un sens particulier ? C'était une manière différente d'aborder la mémoire des personnes parce qu'il fallait que j'arrive à avoir un bout de leur confiance et de leur attention rapidement. Une biographie, je vois la personne, je peux passer l'après-midi, je peux la voir 3 fois par semaine s'il le faut, je la vois pendant 3 mois, 6 mois, le temps qu'elle voudra bien me donner. Dans les maisons de retraite Corian et ailleurs, il fallait que je voie la personne à une heure précise et je savais que son attention, malgré toute sa bonne volonté, ne dépasserait pas un certain temps et que je ne pourrais pas l'avoir fait. Alors évidemment, à Marseille, j'ai pu aller le voir. J'ai travaillé bien sûr avec Code de concert pour voir comment les voir, à quelle heure, si c'était mieux de les voir après la sieste, avant la sieste, entre les animations, quel moment choisir. Mais il fallait créer une intimité très vite. J'avais moins le droit à l'erreur. Il fallait que je capte leur attention et surtout qu'ils puissent me faire confiance. D'accord. Donc c'est une expérience qui semble avoir été d'une grande richesse. Ah oui, oui. Et lorsque j'ai découvert donc ces écrits personnellement, j'ai été très touchée car ça va à l'encontre de l'image débilitante des personnes âgées qu'on voit aujourd'hui dans les médias et de la façon dont on aborde finalement le grand âge, qui est une approche très dépréciative du grand âge. Et on voit qu'il y a des pépites dans ces maisons de retraite, des gens qui ont vécu des choses absolument incroyables, qui ont un passé d'une richesse infinie. Et je trouve que c'est leur rendre hommage que, effectivement, prendre le temps de les écouter et garder cette mémoire en la retranscrivant. Donc on va continuer avec vous, Régine, ce cheminement. Vous l'avez déjà reproduit à Bordeaux et on va continuer dans d'autres villes. Annie Salvetti, bonjour. Annie, vous êtes la maman
d'une des résidentes qui a vécu un temps donc aux parents, 3 ans, aujourd'hui décédée. Votre maman a eu également la chance de rencontrer Régine. Oui. Et je voulais vous demander ce que vous avez pensé de cette démarche. Est-ce qu'elle vous a semblé... est-ce que c'est le témoignage qui en est ressorti, écrit, vous a touché? Et notamment, est-ce que vous avez partagé ce témoignage avec vos enfants et petits-enfants? Alors oui, en fait, j'ai eu connaissance de ce livre lorsqu'on me l'a donné, parce que maman, qui avait une très belle mémoire d'avant, avait un peu perdu sa mémoire immédiate. Et donc, quand ça s'est passé, les entretiens avec Régine, elle ne m'en a jamais parlé. Mais c'était normal, puisque c'était de l'immédiat et qu'elle déjà avait des soucis cognitifs. Voilà, donc j'ai reçu ce livre et il est tombé vraiment à point parce que personnellement, je venais de terminer un livre de souvenirs d'enfance qui s'appelle Mon enfance au fil des souvenirs, et il m'a semblé très important et nécessaire d'insérer ce texte ou une partie du texte que j'ai un peu élagué, c'était obligé. Il m'a semblé très important de le mettre aussi dans ce livre de souvenirs. Et de ce fait, j'ai créé... Le livre était presque terminé, enfin pas publié. Et j'ai voulu insérer au milieu du livre un chapitre que j'ai appelé « Une ode à ma mère » pour rendre compte aussi de ce témoignage. Et vraiment, je remercie Régine d'avoir su au plus près capter les émotions, le vocabulaire, les expressions de ma mère. Mes enfants, mon frère, mes neveux qui l'ont lu ont été très, très touchés, la larme à l'œil, la nostalgie du passé, et puis le regret, le manque de notre mère qu'on n'a pas pu féliciter pour ce beau témoignage. Alors, je vais lire juste quelques expressions phares de ma mère que j'ai reconnues et que Régine a transcrit fidèlement. Alors, par exemple, mon père, donc en fait, le texte, c'est lorsque maman, qu'on appelait Mimi, a rencontré son mari, qui s'appelait Aimé, Mémé, c'est joli, et lorsqu'elle l'a rencontré. Et ça m'a plu parce qu'en fait, j'avais zappé un petit peu cette anecdote-là, cette période, dans mon livre de souvenirs, donc c'est arrivé à point. Alors elle disait de lui, beau garçon, bon, toujours propre sur lui, toujours de bonne humeur. Propre sur lui, c'était très important, parce qu'à cette époque, papa, mon père, triait les oranges sur les quais pour gagner sa vie, et trier les oranges. Je ne sais pas si vous avez entendu des oranges picons. Eh bien, il y avait à l'époque l'usine Noilly-Prat qui faisait le picon, un apéritif à base d'orange, de zeste d'orange. Et il y avait des petites mains qui, dès l'arrivée des oranges par train, les épluchaient, mettaient d'un côté les épluchures pour servir pour la liqueur amère de l'orange picon, et vendaient aux Marseillais, un petit peu sans trop de sous, des sachets dans lesquels il y avait les oranges toutes pelées. Et les Marseillais appelaient ça les oranges picons. Donc, ils se rendaient sur les quais du port ou à la gare pour acheter ces paquets d'oranges déjà toutes pelées. C'était pas mal, non? Bon, alors, il disait, par exemple, elle a dit aussi, c'est vrai, il n'a pas d'instruction quand elle a voulu faire embaucher son mari, mais c'est un gros travailleur, brave et honnête. Alors là, je revois maman, c'est un gros travailleur, brave et honnête. Il disait que j'étais la tête et lui les jambes, c'est vrai. Il allait voir ses chambres à bananes, même le dimanche, car si les bananes étaient trop muscades, c'était la catastrophe. Ça veut dire quoi? Que papa possédait plus tard une mûrisserie de bananes où il recevait des régimes appelé le régime de bananes verts, et il était chargé dans ses chambres à gaz de vérifier leur maturité et faire en sorte que les bananes ne soient pas trop mûres, donc muscades, parce qu'après, les épiciers n'en voulaient plus. On ne vendait que des bananes dites tournantes. Donc ça aussi, quand elle a dit c'est la catastrophe, c'est vrai. Une petite anecdote aussi qui nous rapproche des coutumes provençales, c'est qu'elle disait « Nous nous sommes mariés le 4 décembre 1948, jour de la Sainte Barbe ». Alors, est-ce que vous connaissez sans doute cette coutume qui est le 4 décembre de planter le petit sachet de blé
dans une coupelle avec du coton et le laisser pousser jusqu'au jour de Noël, avec Noël. Et on dit que si le blé pousse bien, l'année sera faste, alors que si le blé tarde à pousser, on n'a plus qu'à le donner aux chats qui adorent les herbes à chat du reste. Donc, et en même temps, ce qui était drôle, c'est qu'elle le disait même plus tard, tu vois, aujourd'hui c'est le 4 décembre, eh bien on a 50 ans de mariage, par exemple, alors que papa était mort depuis longtemps, mais elle fêtait chaque fois cette date d'anniversaire. En fait, voilà. Mais la dernière phrase de ce texte qui nous a beaucoup, beaucoup touchés, parce qu'on a vu l'état finalement de santé mentale que maman avait à cette époque-là, quand elle a été interviewée, elle a dit il paraît qu'il est mort, mon mari. Et chaque jour, elle croyait qu'il allait arriver, en fait. Et alors, quand je vais sortir et que je l'aurai plus, ça va être atroce. Qu'est-ce que je vais devenir ? Tellement l'aimée. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Annie. Et ce qui nous touche aussi beaucoup, c'est que vous m'avez dit que vos enfants et petits-enfants avaient, grâce à cette démarche mémoriale, pu se retrouver un peu avec leur grand-mère, proches. Et ça, c'est très important pour nous, puisqu'il faut que les jeunes générations puissent effectivement avoir cet héritage et ce témoignage qui les accompagne tout du long de leur vie. Si maintenant je m'intéresse un petit peu à ce qu'on fait dans nos maisons de retraite du côté de la prise en soin, je me tourne vers le docteur Priscilla Clofébès, qui est gériatre. Et Priscilla, donc, vous êtes directrice médicale territoriale chez Korian. Vous connaissez bien le monde des maisons de retraite. Vous savez dans quelle mesure c'est important l'accueil des personnes âgées lorsqu'elles arrivent dans une maison. Comment prend-on en compte l'histoire des résidents dans ces maisons de retraite en tant que médecin coordonnateur notamment ? Merci beaucoup Marianne. Alors pour comprendre, parce que bien sûr on prend en compte cette histoire de vie en tant que médecin coordonnateur, mais pour bien le comprendre, il faut déjà savoir quel est le rôle du médecin coordonnateur en EHPAD, parce que c'est en fait un chef d'orchestre qui va être là pour garantir la qualité de la prise en soin des résidents dans les établissements. Donc il y a bien sûr le versant autour du cure, parce que autour de la maladie, puisque le médecin coordonnateur est avant tout un expert métier, mais surtout aussi la prise en compte du care, puisque le soin c'est à la fois le cure et le care, et à travers ce care, le médecin coordonnateur va devoir s'assurer que la prise en soin répond bien aux besoins des résidents, répond bien à leur capacité préservée, à leurs compétences et à la prise en compte de leurs envies et de leurs centres d'intérêt. C'est très important. Donc comment est-ce qu'il va faire ça ? C'est à travers la réalisation d'une évaluation gériatrique, puisque c'est une des missions du médecin coordonnateur. Alors chez Korian, on le fait depuis très longtemps. C'est devenu une obligation de par la loi, de par décret depuis 2019, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en avant du fait de son importance, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est l'évaluation gériatrique ? C'est une approche globale, une approche exhaustive de la personne, à la fois sur le côté médical et biologique, mais aussi sur le côté psychosocial et environnemental. Donc tout ça, ce regard global de la personne, ça va permettre du coup de faire bien sûr un projet thérapeutique, mais aussi un projet d'accompagnement des personnes qui soit individualisé et qui soit personnalisé. Donc tout ça, ça va permettre au médecin coordonnateur de prendre en compte l'histoire de vie des résidents pour s'assurer que dans ce projet personnalisé, il y ait aussi un versant qui prenne en compte en fait les habitudes de vie des résidents.
Pourquoi c'est autant important que le médecin coordonnateur prenne tout ça en compte? Parce que les personnes qu'on accueille dans les établissements EHPAD, vous l'avez dit pour votre maman, c'est des personnes qui ont des troubles cognitifs pour la plupart, parfois qui ont des troubles du comportement. Et dans les missions du médecin coordonnateur, il y a ce travail autour de la stimulation en fait, des compétences cognitives qui vont rester, des compétences fonctionnelles, mais aussi dans la prévention en fait, de la survenue des troubles du comportement. Et pour réussir, grâce à des interventions non médicamenteuses, à prévenir ces troubles ou à stimuler les capacités restantes, il faut les personnaliser. Et pour les personnaliser, il faut absolument connaître l'histoire de vie, les centres d'intérêt, les envies des résidents, de façon à ce que les actions qu'on va mener, elles vont pouvoir avoir un vrai impact en fait, sur le résident. Et c'est pas le seul moyen, mais en tout cas, c'est un bon moyen pour faire en sorte qu'il y ait une adhésion de la personne et que les actions qu'on va mener, elles puissent être efficaces. Adhésion de la personne et adhésion de la famille. Complètement. Qui est vraiment partie prenante de cet accompagnement. Merci Priscilla. Je vais terminer cette table ronde en vous interrogeant, professeur Sylvie Bonin-Guillaume, vous qui êtes gériatre, qui représentez la gériatrie à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, ex-Marseille d'ailleurs, et qui êtes présidente du conseil scientifique de la SFGG, Société française de gérontologie, de gériatrie et de gérontologie. Donc une personnalité importante dans ce monde de la gériatrie. J'aurais aimé que vous réagissiez sur ce que nous avons entrepris donc à travers cette démarche d'aller collecter cette mémoire, de la retranscrire. Est-ce que ça a du sens pour vous en tant que gériatre d'avoir eu cette démarche, et est-ce que ça a des échos dans votre vie professionnelle et peut-être aussi personnelle? Écoutez, merci beaucoup. Moi, je suis vraiment sur du témoin puisque peu de choses ont été préparées et c'est tant mieux. Déjà, merci pour cette invitation. J'ai beaucoup aimé tous ces témoignages. Et il y a des mots qui arrivent à l'esprit, qui se mettent avec les autres. Quand vous parlez finalement d'histoire de vie, effectivement, je pense que ce sont des personnes qui sont des témoins. Et comme dans un relais, on passe un témoin pour aller et continuer à faire la course. Et Monsieur Morand, vous parliez du Pharo en tant que faculté de médecine, qui est devenue ensuite l'école de la santé militaire, puis ça a été une grande école de médecine tropicale qui a fermé. Et maintenant, ce qui reste de la faculté de médecine ou d'Aix-Marseille Université, c'est un magnifique bureau de notre président d'université qui a une vue splendide sur le port. Donc vous voyez qu'il y a une histoire dans l'histoire, et c'est ce que j'appelle, c'est une sorte d'exemple de témoin, parce qu'il y a la suite de l'histoire que l'on peut poursuivre lorsqu'on connaît le début. Lorsqu'on parle après de territoire, c'est vrai que ça évoque pour moi le terme d'ancrage, parce que l'ancrage pour les gens est très important. En ce moment, beaucoup de gens cherchent à avoir finalement leurs racines, faire des arbres généalogiques. Enfin, on sent qu'il y a vraiment un besoin de retrouver ses origines et ses ancrages. Et je crois que lorsqu'on écoute les personnes âgées avec leurs souvenirs, ça donne pour les plus jeunes un ancrage de vie pour la suite. Et ces jeunes ont vraiment besoin de cela. Et donc, on se rend compte l'engouement souvent qu'ont les petits-enfants pour les grands-parents, puisque finalement, les grands-parents racontent des histoires, et ces histoires, c'est celles qui vont retenir beaucoup plus que le quotidien que transmettent les parents. Et donc, c'est là où le rôle des grands-parents redevient important. Et lorsqu'on reprend un peu le sens du vieillissement de façon plus générale, même s'il n'est pas très toujours avec des pathologies, l'espace-temps change. L'espace change aussi, et on a tendance à se recentrer sur les priorités. Et les témoignages, je pense que vous avez pu avoir, Régine, c'était les priorités de ces personnes, puisque c'est ce qu'elles vous ont évoqué, et non pas toute leur vie, qui a été certainement beaucoup plus riche et complexe que cela. Donc vous voyez, c'est la réaction à ces témoignages que je trouve magnifique, donc je lirai très volontiers ce livre. D'ailleurs, je rebondis sur Sylvie, sur vos propos. On n'a pas du tout évoqué les origines, l'idée des origines, qui est quand même quelque chose d'important dans la constitution de l'individu. Et Sylvie, excusez-moi, Annie, vous nous racontiez que votre maman avait sa famille qui venait de Grèce.
Marseille est toujours un grand port, un très grand port. Donc, 2 mots là-dessus quand même, avant de terminer. Donc, la famille de Annie venait de Grèce Et oui, effectivement, maman est 100% grecque. Sa mère a quitté la Grèce en 1919 lorsque les Turcs ont envahi l'Anatolie, c'est-à-dire un territoire qui est maintenant turc, et où ma grand-mère, mon arrière-grand-mère vivait, et ils ont échappé justement au massacre des Grecs par les Turcs, et ils ont rejoint Marseille en bateau pour venir s'y installer et trouver du travail, et tellement contrit que leur pays ait été annexé par les Turcs. Et ma grand-mère a économisé sou à sou l'argent pour envoyer à son fiancé qui était resté là-bas combattre et lui demander de venir la rejoindre. C'est ainsi que ma mère a été conçue par un Grec et par une Grecque. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Du coup, ma mère avait gardé une double culture. La culture grecque, qui y était largement racontée par sa mère et par les sœurs de sa mère, et la grand-mère qu'on appelait Yaya, l'arrière-grand-mère. Et cette culture grecque qu'elle citait tout le temps. Par exemple, on la retrouvait dans les fêtes religieuses, où à Pâques orthodoxes, on mange le gâteau avec les œufs colorés. On l'a retrouvée dans les recettes de cuisine. Elle nous faisait par exemple imam baildi, vous chercherez ce que ça veut dire, c'est délices de l'imam, un plat d'aubergine, ou les baklava, c'est une sucrerie qui est très répandue dans le centre méditerranéen. Il y avait aussi des allusions à des expressions grecques, pas toujours chastes pour nos petites oreilles. Alors ça se disait en grec et on les chuchotait en pouffant. Par exemple, Ivremouni keletoxourismen. Ça veut dire littéralement, je ne vais pas vous le dire ce que ça veut dire, mais ça signifie on te donne la main et tu prends le bras. Annie, je vous coupe parce que on a envie de continuer avec vous, mais c'était juste pour redonner un petit flash, si vous voulez, sur les origines. Et les vôtres sont très différentes de celles de Monsieur Morand. Parce que Marseille est à la fois un port et Marseille est également un lieu d'où les gens des montagnes venaient. Et Monsieur Morand, j'aurais voulu que vous nous racontiez, vous, mais très rapidement, parce qu'on n'a plus de temps, juste d'où venait votre famille. Je crois qu'elle venait des Hautes-Alpes. Oui, disons que ma famille a une origine alpine. Le point où ils ont vécu et où ils ont émigré sur Marseille et au pied du Pelvoux, qui est quand même... Du Pelvoux. Qui est quand même près de Briançon, pas loin de 4000 mètres. 4000 mètres. Mes grands-parents, alors du côté paternel, ils avaient émigré plus tôt, puisque en 1900, il tenait à Marseille une boucherie, cette grande boucherie qui se trouve à côté du Provençal, en bas, près du port. Donc le grand-père avait une boucherie qui était près du port. Ok, c'était juste pour vous montrer un petit peu ces deux éclairages de cette famille qui arrive par la mer, de cette famille qui arrive par les montagnes. Et pour revenir à vous, Sylvie, et vous redonner le mot de la fin sur donc ça raconte bien Marseille. Alors Marseille, après, il y a eu d'autres personnes venues d'autres pays, hein, notamment d'Afrique du Nord. Mais on voit que l'histoire de Marseille
elle est portée donc par ces mémoires encore vivantes, et c'est ça qui est beau aujourd'hui. Voilà, je voulais donc qu'on termine avec vous, Sylvie, sur la façon dont vous voyez comment on peut intégrer donc, dans la prise en soin de nos personnes âgées cette démarche mémorielle. Je pense que c'est fondamental lorsqu'on fait de la gériatrie. Enfin, lorsqu'on fait de la gériatrie, c'est qu'on aime des personnes et on s'occupe de personnes qui ont déjà un passé important. Et comme l'a très bien dit le docteur Claude Fébès, si on ne connaît pas le passé, c'est difficile de proposer le maintenant, voire le futur, même s'il n'est pas forcément très long. Et donc je pense que déjà, il faut se dire que pour s'occuper de ces personnes-là, il faut aimer ça. Et je ne connais pas un gériatre, un bon gériatre, qui n'aime pas le fait de s'occuper de personnes âgées. C'est la première chose qu'on demande aux professionnels de santé, mais également aux étudiants de médecine. Et c'est pour ça que je trouve que c'est la spécialité la plus complète. Du coup, il faut ensuite, comme elle est assez jeune, puisqu'elle n'a que 15 ans, cette spécialité, avant elle était englobée dans d'autres spécialités, ça demande finalement une sorte de... Il faut créer un petit peu non pas cet engouement, mais ce souhait de se dire qu'on est là pour s'occuper de personnes âgées et non pas forcément les transformer. Et ça, c'est un message qu'on essaye de dire très souvent. Et en même temps, de les accompagner, pas seulement dans leur maladie, mais dans leur vie. Et leur vie est ancienne. Et je pense qu'il est important que dans tous les territoires de Provence, de France, parce qu'on est très hétérogène sur les territoires en termes de culture, en termes d'origine, en termes de prise en soins, en termes d'organisation de soins, en termes de coordination de soins. Enfin, il y a une hétérogénéité de territoire qui est extrêmement forte. Et là, on parlait des Hautes-Alpes, c'est pas du tout la même chose que Marseille, c'est différent d'Arles. Et si vous allez à Arles, vous avez actuellement l'ascension avec tout ce rassemblement des comment dirais-je, des personnes du voyage. Et donc c'est encore notre dynamique. Et il faut s'adapter à ces cultures. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile pour tous les métiers, y compris pour la gériatrie. Et cette hétérogénéité, je pense qu'il faut en tenir compte et éviter une homogénéisation trop forte, parce que le risque, c'est que les personnes, justement, ne pourront plus apporter leur mémoire, leur expérience, leurs origines, telles que je les ai entendues là, parce qu'on va uniformiser tout ça. Donc je trouve que ce que vous faites ici, c'est vraiment montrer que l'individualité de la personne est presque plus importante, et à mon sens plus importante, qu'une homogénéisation complète. Je ne sais pas si j'ai été assez précise. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment valoriser. Merci beaucoup. Écoutez, c'est sur ces derniers mots qu'on terminera cette table ronde. Merci à tous d'avoir participé à ces échanges, en apportant vos bagages personnels, en accompagnant également Monsieur Morand, Aurore. Merci. Et donc, on va peut-être vous demander si vous avez des questions, Serge. Ah oui, parce que Serge n'a plus de micro. Oui, juste, c'est vrai qu'on est un tout petit peu en retard, mais tout de même, il y a des micros qui se promènent. Et si les uns et les autres, vous souhaitez intervenir, poser des questions, réagir, témoigner, c'est le moment ou jamais. Je pose la question au docteur Claude Fébès. Comment vous intégrez l'histoire dans le projet d'accompagnement personnalisé ? Comment vous le diffusez à l'ensemble du personnel, aux aides-soignantes, etc. Alors, on essaye, on fait tout notre possible pour qu'il y ait le maximum de soignants déjà qui participent à l'élaboration de ce projet, parce qu'au final, les personnels de terrain, que ce soit les ASH, les aides-soignants, les infirmières, c'est eux qui ont la meilleure connaissance finalement de l'histoire de vie des personnes, parce que c'est eux qui passent le plus de temps à leur contact. Donc tout à l'heure, je disais, le médecin coordonnateur, il est chef d'orchestre, c'est pas lui qui aura la meilleure connaissance, bien entendu, de l'histoire de vie, bien que dans ses missions, il doit prendre le temps de la connaître, ça c'est très important. Donc quand les professionnels de terrain participent à l'élaboration, déjà ils ont la connaissance, et après on le diffuse bien sûr dans les logiciels de soins, on va le diffuser lors des réunions de transmission, on va essayer de faire en sorte que cette connaissance elle soit la plus proche possible en fait de l'ensemble des professionnels, tout corps de métier confondu, parce qu'elle doit aller aussi au niveau de la cuisine, elle doit aller... C'est vraiment... cette histoire de vie, elle est importante pour tout le monde, pour tous les professionnels qui interviennent au sein de l'établissement, y compris les agents d'accueil, y compris tout le monde.
En fait, j'ai une question pour Madame Salvetti. Après avoir lu le témoignage de votre maman dans le livre de Régine, ma question était, est-ce que vous avez découvert finalement des éléments que vous ne connaissiez pas? C'est-à-dire, est-ce que finalement, ça n'a pas enrichi votre propre histoire de vie? Voilà, c'était un petit peu ma question suite à ce témoignage. Je dis ça parce qu'on a parfois des surprises en consultation, lorsqu'on est avec les aidants et les personnes âgées, donc ce serait vous et votre maman. Les personnes évoquent des souvenirs et on se rend compte que les familles découvrent une histoire. Donc je voulais savoir si vous aviez eu la même... Oui, eh bien, pour cette anecdote, enfin, pour cette partie de l'histoire-là, qui était comment Aimée a rencontré Mimi, elle ne m'en avait jamais trop parlé, elle l'évoquait, mais sans autant de détails que ce qu'elle a donné à Régine. Et c'était d'autant plus émouvant et touchant. Et mes enfants ont dit... Franchement, c'est dommage parce que si mamie avait été encore là, quand ils l'ont lu, on aurait pu la féliciter d'avoir une si belle mémoire. Donc, ça a touché tout le monde et même mes petits-enfants. J'en ai 6. Donc, l'aîné a 18 ans. Il allait la voir souvent en maison à l'EHPAD. Et même ma petite fille, une de mes petites filles qui a 3 ans, elle m'a dit l'autre jour, tu vois, Nani, il m'appelle Nani, tu vois, Nani, les oiseaux, ils volent dans le ciel. Oui, d'accord. Et pourquoi? Mais parce que ma petite mamie à moi, eh ben, elle est avec les oiseaux, elle vole aussi. Donc, tous mes enfants et petits-enfants ont des souvenirs très, très importants de leur grand-mère ou arrière-grand-mère. Et il y a des pans de sa vie qu'elle m'a racontés et que j'ai omis de mettre dans mon livre de souvenirs, qui me reviennent par petits bouts. Mais c'est vrai que cette anecdote-là sur sa rencontre, elle ne l'avait pas autant développée. Voilà. Je veux dire par là qu'on a parfois des soignants, enfin, je trouve ça toujours assez magique, qui racontent aux enfants, disant voilà ce que votre maman m'a raconté, etc. Donc les enfants découvrent une partie de la vie, parce que ce sont des témoins extérieurs, donc il n'y a pas toute l'affection, j'allais dire, c'est vraiment de l'écoute et du témoignage. Et je pense que des soignants d'EHPAD, ou même d'hôpital, mais à l'EHPAD on a plus de temps, donc c'est pour ça apporte finalement des compléments d'histoire, et je me demande dans quelle mesure ce serait pas intéressant qu'ils puissent les transmettre, parce que justement ça complète l'histoire d'une vie que certains ont parfois oubliée, et les troubles de mémoire font que, on le sait, les souvenirs anciens arrivent mieux et parfois même se dévoilent. Il y a des secrets qui se dévoilent parfois, parfois sympathiques, parfois plus terrible. Il y a des secrets qui se dévoilent chez ces personnes qui ont des troubles cognitifs. Et je pense que là, c'est un rôle d'écoute qui est intéressant. Et actuellement, j'ai encore plus ce rôle de transmission à mes petits-enfants qu'à mes propres enfants. Et mes petits-enfants s'interrogent sur ma vie d'enfance à moi, plus que sur ceux de ma mère qui n'ont pas connu ou très peu connu. Et c'est pour ça que j'ai voulu témoigner dans ce livre de souvenirs de ce qui m'était arrivé, mais de ce qui était aussi arrivé à ma mère, elle ne savait pas. C'est votre rôle. Vous êtes le relais. Vous êtes le relais parce que vous êtes la grand-mère. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les grands-parents ont plusieurs rôles, mais celui-ci, les petits-enfants l'attendent. Oui. Donc il ne faut pas qu'ils demandent, ils l'attendent. Voilà, c'est évident. Exactement. Merci en tout cas. Bon, merci. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cette première table ronde. On peut encore vous remercier. On est complètement dans le fil dont on parlait au tout début. Sur les, je crois que ce que vous avez dit aussi, c'est que souvent, quand on voit les gens très très âgés, on les voit au moment où ils sont très très âgés. Et souvent, d'ailleurs, avec une parole, parfois un peu de commisération, voilà, voilà ce qui reste, et ainsi de suite. Et on oublie toute l'histoire. Évidemment, ce type de déroulé, c'est ça aussi. C'est de raconter que la personne, elle n'est pas seulement à son âge T, auquel on arrive, mais il y a eu tout ce qu'il y a eu avant. Et on est cette accumulation de choses. Et c'est important aussi de rappeler cela. Encore une fois, il y a souvent une vision un peu misérabiliste de la personne, juste au moment où elle est maintenant, en oubliant tout ce qu'elle a été, avant. Je crois que c'est important. Et d'ailleurs, vous parliez, professeur Bonnat, tout à l'heure, de cette notion d'ancrage. Et je ne suis pas un champion du monde de l'orthographe, mais il y a ancrage avec le A, l'encre, et puis il y a l'ancrage avec le E, l'encre, justement. Et le livre, c'est justement l'encre. Et c'est intéressant aussi de se dire que cet ancrage, cet enracinement, c'est aussi beau. Alors, il y a un très, 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 très grand livre qui s'appelle L'enracinement de Simone Veil, qui rappelle que, justement, les racines, il ne peut pas y avoir d'âme s'il n'y a pas, justement, un territoire, s'il n'y a pas quelque chose au départ. Et finalement, tout ce dont on parle, c'est ça. Mais cette notion de livre, c'est ça aussi. Et ce qui a été fait avec Régine, c'est aussi de raconter, de mettre sur du papier
le papier aura toujours quelque chose de plus fort d'une certaine manière que tous les écrans du monde, parce que voilà, les choses s'inscrivent. Et donc cette polysémie aussi de l'ancrage, je trouve, avait aussi beaucoup de sens. Et puis juste pour finir, vous aviez dit le futur et ainsi de suite, et me venait en tête une formule, vous vous souvenez peut-être de quelqu'un qui s'appelle François Hollande, qui a été président de la République, peut-être ça vous rappelle quelque chose, et il disait le changement c'est maintenant. Et en vous écoutant, je me disais le futur c'est maintenant. C'est-à-dire c'est aussi, on prépare aussi son futur, y compris des arrière-petits-enfants, voilà, tout de suite, mais en écoutant justement le passé. Il y a toujours cette relation, on a tendance à dire on est sur le moment, et on oublie tout ce qu'il y avait avant. Mais tout ce qu'il y avait avant permet aussi de préparer le futur. Donc cette notion, le futur, c'est maintenant, c'est aussi d'écouter, de prendre la parole tant qu'elle est là, justement, avec ces personnes-là, et on organise tous collectivement notre futur. Et donc, ce qu'on a fait là ce matin avec vous, c'est aussi pour tous, même si on ne connaît pas ces personnes, c'est aussi de tisser notre futur. Et ça, c'est quand même aussi, je crois, très très important. On s'arrête là pour la première table ronde. On vous applaudit à nouveau. Merci encore.